Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF. On va balayer une actualité chargée puisque c'est une semaine décisive pour la réforme des retraites avec les grands mouvements de grève qui s'annoncent jeudi. Est-ce qu'ils vont déborder dans l'opinion? Est-ce que l'opinion va suivre ce mouvement ou pas? C'est un des enjeux de cette semaine. On va parler aussi de l'école avec le retour comme ça d'un serpent de mer, l'uniforme à l'école soutenu par Brigitte Macron notamment, mais avec une proposition aussi de loi du Rassemblement national. Et puis on parlera aussi d'un sondage, à mon avis, assez inquiétant, qui montre que les jeunes sont croient de moins en moins à la science et de plus en plus à ce qu'on appelle les vérités alternatives. Et pour parler de tous ces sujets et d'autres, Armelle Lebras-Chopard, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, vous êtes professeur vous étiez professeur de sciences politiques, vous êtes l'auteur d'un grand nombre de livres. Le dernier, c'était Femmes et République, on en avait parlé ici, qui est paru à la documentation française. Vous avez aussi obtenu le prix Médicis de l'essai pour votre essai sur le zoo des philosophes. Voilà, donc on est ravis de vous accueillir comme de temps en temps. Vous êtes déjà venu. Oui, j'ai des habitués. Véronique Jérôme, bonjour. Bonjour. Vous êtes polito-économiste, maître de conférences en sciences de gestion à Paris-Saclay et fondatrice avec Bruno Jérôme du site Électionscope, qui regarde le comportement des Français, qui permet au fond de prédire un peu mieux que les sondages les résultats des élections. Souvent mieux que les sondages et plus en avance. Oui, surtout, de façon plus précoce. Plus précoce. Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Éditeur. Et voilà, le dernier roman, vous ne l'avez pas oublié, vous n'avez pas oublié de l'apporter, mais ça s'appelle Le roman oublié de Jean-Michel Lecoq. Alors, Jean-Michel Lecoq, c'est un auteur que vous suivez depuis longtemps. C'est son 5e, je crois. Oui, c'est son 5e livre chez nous. Et là, c'est assez original. J'imagine que vous connaissez, vous, grand érudit, Émile Gaboriau. Émile Gaboriau, oui. Le créateur, le père du roman policier, quasiment, et du 19e siècle. Et cette fois, Jean-Michel Lecoq tisse une intrigue qui se passe à moitié en ce moment et à moitié au temps d'Émile Gaboriau qui a écrit un livre qui a disparu. Voilà. Et donc le héros de Jean-Michel Lecoq se précipite sur les traces d'Émile Gaboriau pour essayer de retrouver ce roman oublié. Et voilà, il y a une double intrigue. C'est un héros récurrent, c'est un commissaire... Le commissaire Paillardel, oui. Et alors, ce qui est amusant, c'est que Jean-Michel Lecoq s'appelle donc Lecoq, c'est pas un pseudo, et le héros d'Émile Gaboriau s'appelle l'inspecteur Lecoq. Donc il a fait 50 livres avec l'inspecteur Lecoq. Donc c'est bien. Petite anecdote, voilà. C'est bien, c'est les coïncidences étonnantes. Exactement. Et Geoffrey Meyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Versailles, ancien secrétaire de la conférence du stage. Absolument. Et je vais commencer tout de suite par vous, parce qu'on devait parler la semaine dernière de l'affaire Houellebecq. Vous savez, il y avait une menace de plainte de la Grande Mosquée de Paris qui finalement a été retirée, mais finalement, il y a quand même une plainte qui est déposée. Absolument, Patrice. Finalement, alors on avait évoqué le sujet un petit peu la semaine dernière concernant la recevabilité d'une plainte. Est-ce que pourrait éventuellement envisager sur le plan du droit la Grande Mosquée de France? Finalement, elle n'avait pas déposé plainte, elle n'avait pas saisi un quelconque tribunal correctionnel pour faire valoir ses droits, mais l'Union des mosquées de France a, elle, décidé de porter plainte contre Michel Houellebecq, Michel Onfray et la revue Front Populaire. Les trois pour provocation à la discrimination, à la haine et à la violence contre les musulmans. D'accord. Voilà. Donc finalement, il y a il y aura peut-être finalement un procès. Alors ça a été déposé au tribunal judiciaire de Nanterre. Si le parquet de Nanterre estime que l'infraction est caractérisée ou que éventuellement il faut juger l'un ou l'autre ou les trois pour cette infraction-là, alors il y aura peut-être un procès. Oui, c'est pas encore sûr. C'est le parquet qui décide. Là, maintenant, c'est dans les mains du procureur de la République de Nanterre qui va, in fine, décider s'il y a nécessité ou non d'un procès sur cette infraction et sur ses faits et sur ses propos. Ça sera forcément sur les trois, parce que de toute façon, c'est des propos qui ont été tenus dans une revue publiée. Onfray et Houellebecq ne sont que complices. Et en fait, celui qui commet la faute supposée, c'est le directeur de publication de la revue. Ça, c'est clair. Ou Stéphane Simon, voilà. ou selon
Oui, mais dans tous les sont cas, les principaux ne peut être que auteurs, en complice, principe. puisque c'est pas quelque chose tenu en direct. Si vous, par exemple, aujourd'hui, en direct, vous dites quelque chose d'infamant, c'est pour vous. Si c'est une émission enregistrée, c'est pour Thierry Barbelette. Voilà. Donc on va dire que c'est enregistré comme ça. Voilà. Il n'y aura donc pas de propos infamants aujourd'hui, apparemment. Mais si. Mais non, il n'y a jamais de propos infamants ici. Et vous êtes venu en voiture, non? Absolument. En scooter, Oui. En scooter. En En scooter. scooter. Vous avez de l'essence? Tout le monde a de l'essence? J'ai trouvé de l'essence, alors je ne veux pas faire de la publicité, mais en Normandie, c'est moins cher qu'à Paris. Hein. Mais il faut y aller. C'est Non, mais c'est- 20 centimes de moins, quand même. C'est toujours intéressant. C'est vrai que la responsabilité des médias dans ce genre d'affaires, parce qu'il y a de l'essence, je crois qu'il n'y a pas de pénurie, mais tout le monde a peur qu'il y ait une pénurie, tout le monde se précipite dans les stations-service, et c'est terrible, quoi. C'est contre-productif parce que finalement, on ne fait qu'avancer, que déplacer le problème. Alors peut-être que ça coupe l'herbe sous le pied aux syndicats, n'auront plus grand-chose à agiter comme chiffon rouge. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas reprocher non plus à ceux qui travaillent d'avoir anticipé et de craindre. Oui, parce bien que sûr, sur cette bien annonce, sûr. les syndicats sont très crédibles. On sait exactement ce que ça produit d'avoir des raffineries Oui, bloquées. encore que la CGT est assez mesurée sur le fait de savoir s'il faut que les syndicats qui s'occupent justement du pétrole fassent une action dans les raffineries, parce que c'est pas très populaire. Ouais, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais il y a effectivement quand même Oui. une impopularité grandissante des actions menées principalement par la CGT, qui sont Oui, quand enfin, même extrêmement... là, il y a un front extrêmement syndical. troublant. Enfin, Oui, c'est mais- le débat de tout à l'heure, ça. Enfin, c'est le sujet de tout à l'heure. On va commencer peut-être par quelque chose qui est assez intéressant. Pourquoi ça revient sur le devant de la scène? C'est la question du retour de l'uniforme à l'école. Alors, c'était un peu une surprise, c'est-à-dire qu'au moment où le Rassemblement national déposait une proposition de loi ou défendait une proposition de loi à l'Assemblée sur le retour de l'uniforme à l'école, dans le Parisien, Brigitte Macron, et première dame, donc, qui était interrogée, se disait favorable à ce retour de l'uniforme. C'est un vieux débat, Armelle. Hein. Alors, le débat est ancien. Ce qui est nouveau et complètement surprenant, c'est l'intervention de la femme d'Emmanuel Macron. Ça n'a rien à voir dans le débat actuel, qui est autrement plus large et autrement plus important. Et en plus, elle n'a absolument aucun titre à intervenir dans un débat public, que ce soit l'uniforme, que ce soit l'orthographe, l'écriture inclusive, la pédagogie. Parce qu'elle a déjà fait, oui, sur l'écriture inclusive, oui. Absolument. C'est une citoyenne comme les autres. Alors, à la suite de son intervention, il y a eu évidemment des réactions, y compris un deuxième article dans Le Parisien. Et l'Élysée a répondu « Ah ben oui, mais elle n'a pas envie d'être une potiche. » Mais on s'en fiche que Brigitte Macron ait envie ou non d'être une potiche. Personne, vous n'avez pas envie d'être une potiche, moi non plus. Peu nous importe comment une personne qui n'a absolument aucun titre, qui n'est pas élue, qui n'est pas nommée, intervient et court-circuite le ministre de l'Éducation nationale. Il n'est pas d'accord. Il s'était déjà prononcé en disant non, il n'y aura pas d'obligation au niveau national, même si tel ou tel établissement peut, dans son règlement, mettre un uniforme, etc. C'est absolument incroyable, et c'est un acte qui est politique alors qu'elle n'a pas à intervenir en politique. C'est politique non pas tellement sur le fond et sur le sujet, mais précisément parce qu'elle va à l'encontre d'un ministre de la République qui, lui, a une fonction officielle. Et puis, deuxièmement, parce qu'elle intervient sur une proposition du Rassemblement national, qui n'est quand même pas n'importe quel parti politique. En même temps, on peut dire elle a été enseignante. Non, mais je veux dire, elle a peut-être une légitimité personnelle. Alors, politique, vous avez raison, tout à fait. Institutionnelle, vous avez tout à fait raison. Peut-être, après tout, est-ce qu'elle peut ou pas donner des avis personnels sur un sujet? Bon, alors nous, on va y aller. Hein, on a le droit, nous, d'ailleurs, en tant que citoyenne, d'intervenir. Elle aussi. Mais pas. Elle aussi. Ben, justement, elle n'intervient, elle ne pourrait intervenir et avoir une voix qui soit répercutée dans les journaux que parce qu'elle est l'épouse du président.
Nous n'intervenions pas au titre de femmes on donne toute la journée la parole à n'importe quel abruti dans des micro-trottoirs sur toutes les chaînes de télévision. Je ne sais pas pourquoi Brigitte Macron n'aurait pas le droit de s'exprimer. Oui, elle n'est pas plus ni moins abrutie qu'une autre, ça je suis d'accord. Et vous parliez du ministre de l'Éducation, enfin lui il est vraiment à géométrie variable, il n'imprime pas, personne ne le connaît, il dit un jour oui, un jour non, un jour blanc, un jour noir, enfin je veux dire, bon, c'est peut-être bien qu'au moins quelqu'un ait un avis. Alors après on va discuter de cet avis, mais pourquoi pas elle? Pourquoi pas elle? Elle reprend la thèse de Ségolène Royal qui à l'époque n'avait pas disjoncté et qui était encore intéressante et qui effectivement voulait le retour de mais ça c'est le fond du débat. Il y a deux choses. Il y a le fond du débat. Il y a deux choses. Il y a la question institutionnelle et c'est en tant que professeur de sciences politiques. Vous avez raison, mais elle a raison de rappeler qu'il n'y a pas de statut au fond de la première dame en France. Mais alors quand elle parle des pièces jaunes, alors il faut lui dire de se taire. Non, c'est totalement différent. Elle est présidente d'une fondation qui est une fondation privée. Alors évidemment, c'est très ambigu parce que cette fondation, elle est quand même financée plus ou moins par l'État, mais elle intervient là. Il n'y a rien à dire. C'est ambigu, c'est équivoque, mais il n'y a rien à dire. Et ça, c'est très astucieux. Toutes les premières dames ont fait ça. Oui, tout avait une fondation. Une fondation privée. Là, sur le plan institutionnel, je crois que c'est incontestable qu'il n'y a pas de statut de la première dame. Donc, malgré le souhait. Alors, est-ce que cela dit, est-ce que parce qu'il n'y a pas de statut, ça l'interdit? Vous dites, ça lui interdit de donner une opinion sur le champ politique? Mais totalement, elle ne doit pas intervenir dans le champ politique. Et si elle avait un statut, il faudrait voir ce qu'il y a dans ce statut. Et déjà dans la charte, il y a des choses où elle est avec les missions qui lui incombent et qui sont inscrites dans cette charte qui n'a aucune valeur juridique, c'est déjà très limite sur le plan politique. D'accord. Moi, ça m'intéresse plus quand même de savoir, de connaître l'avis de Brigitte Macron sur l'uniforme que l'avis de Michelle Obama sur la façon de confectionner les sandwichs pour son mari dans les cuisines de la Maison-Blanche. Et personne ne s'est offusqué de ce livre ridicule. Donc, voilà, il y a un statut de la première dame. Non, il y a des éléments, elle n'a pas le droit d'être rémunérée, elle n'a pas le droit d'intervenir. Hillary Clinton s'était fait remettre à sa place sur la réforme du système de santé. Mais oui, mais bon, vous dites que c'est plus intéressant d'avoir l'avis de Brigitte Macron. Pourquoi? Bon, parce que vous la trouvez intéressante. Moi, je ne la trouve pas spécialement intéressante. Non, j'ai aucune passion pour Brigitte Macron. Non, après, c'est une question de voilà, je vois pas pourquoi elle n'aurait pas le droit de s'exprimer. Alors, elle intervient en tant que perroquet de son mari, puisqu'elle dit qu'elle intervient uniquement parce que elle est d'accord avec son mari. Vous êtes méchante. Non, cela dit, elle a bien dit et c'est dit dans le journal que quand elle est d'accord avec son mari. Donc, quand elle n'est pas d'accord, elle se tait. Cela dit, c'est pas la première fois. Je me souviens de Daniel Mitterrand, par exemple, qui intervenait assez régulièrement et qui mettait parfois en difficulté son président de mari et le Quai d'Orsay. Le soutien de Daniel Mitterrand à Cuba, etc. Non, mais il y a de nombreux Polisario en Amérique latine, etc. Bon, elle a été critiquée là-dessus, elle n'avait pas à intervenir, mais là aussi c'était astucieux parce qu'elle intervenait au nom de sa fondation. Sa fondation, absolument. La fondation Daniel Mitterrand. Mais ça a été la plus libre, la plus émancipée de toutes les premières dames, effectivement. C'est pas le cas. Brigitte Macron ne se situe pas dans ce cas-là. Il y a eu aussi Cécilia Sarkozy qui part en Libye, à titre privé, bien sûr. Oui, ça c'était envoyé spécial. Oui, mais ça posait un problème aussi. Est-ce que sur le plan institutionnel, vous voulez continuer? Il y a aussi le fond du problème, celui du port ou pas du port de l'uniforme. Vous avez regardé d'ailleurs les raisons pour lesquelles la proposition du RN a été rejetée, hein? Oui, absolument, Patrice. Alors en réalité, c'est vrai que vous le disiez, c'est vrai que c'est un serpent de mer cette proposition de loi puisque ça revient très récurremment. Alors j'ai noté le nombre de... Ça n'a jamais été obligatoire, il faut le préciser, parce que parfois on croit que ça a été autrefois... Non, ça n'a jamais été obligatoire dans la loi. Alors par contre, il y a eu des expérimentations. Il y a des villes et des établissements scolaires qui ont mis en place, dans leur règlement intérieur, l'obligation du port de l'uniforme. Mais en réalité, ces expérimentations, elles ont tourné assez vite court, et j'en parlerai après si vous me le permettez, puisqu'en réalité, la difficulté qu'il y a lorsque vous posez une obligation, c'est la sanction corrélative du non-respect de l'obligation. Et dans ces hypothèses-là, les établissements mettaient en place
la nécessité de porter un uniforme, mais derrière, en réalité, vu qu'il n'y avait pas de sanction pour les étudiants, les élèves qui ne portaient pas l'uniforme, eh bien, très très vite, il était abandonné. Et effectivement, alors la loi, ces propositions de loi, elles sont revenues en 2015, en 2017, en 2018, en 2020, elles sont à chaque fois déposées par des députés différents, et à chaque fois, elles sont balayées parce qu'on voit qu'il y a de vraies difficultés concernant alors les débats sur la perspective de mettre cela en œuvre, et aussi le contenu même des propositions qui, déjà ne sont pas extrêmement fournies. La dernière, les raisons pour lesquelles la commission de la culture et de l'éducation a refusé, c'est que déjà, premièrement, il n'y a pas de point d'accord sur le champ d'application de la loi. Est-ce qu'on met l'uniforme à l'école, au collège et au lycée ? Est-ce qu'on s'arrête un moment ? Alors, il y en a certains qui disent il faut les trois. Il y en a certains qui disent oui, mais à l'école, c'est problématique parce que ce sont des marqueurs importants. Il faut quand même laisser les élèves s'habiller comme ils veulent. Il ne faut pas trop les brider. Donc déjà, là-dessus, il n'y a pas d'accord. Deuxièmement, il n'y a pas de précision. Donc, c'est là où on voit qu'en réalité, on envoie ce serpent de mer sans véritablement de volonté politique derrière que ça se fasse. C'est qu'il y a une problématique sur le champ d'application. C'est ce que je vous disais avant, c'est qu'on pose une obligation, et après on sait pas mais comment, on ne sait pas ce qui découle de cette obligation-là. Voilà. Et comment concrètement on met en place un uniforme à l'école. Est-ce que... mais la problématique, c'est est-ce que il faut permettre aux élèves d'avoir un uniforme pour que ça gomme les marqueurs sociaux. C'est ça, parce que le grand argument, c'est ça, c'est que l'uniforme aujourd'hui, ce sont les marques, en gros, et il y a ceux qui ont la possibilité dans beaucoup d'endroits, l'uniforme existe déjà, c'est basket, jogging et casquette à l'envers, donc... on va jamais réussir à tenir la promesse de ne pas tenir de propos infamants dans l'émission, c'est une vraie difficulté. Avec Jean-Charles, c'est compliqué. Et en réalité, alors, le problème, c'est que vous mettez en place un uniforme à l'école, et ça, c'est jamais résolu dans les propositions de loi. Derrière, qui finance pour justement gommer ces marqueurs sociaux, mais in fine, qui finance le costume ? Le costume. Ah oui, est-ce que c'est aux parents de l'acheter ou est-ce que c'est... les parents. Si jamais ce sont les parents à fixer cela, ça veut dire que la loi va poser le principe, derrière les établissements, dans le cadre de règlements intérieurs, vont devoir définir le principe. Donc, est-ce que ce seront les parents qui vont devoir financer ou est-ce que ce seront les écoles qui financeront ? Donc, les écoles, dans le règlement intérieur, vont devoir définir le coût de l'uniforme. Oui. Si jamais le coût est trop élevé, certains parents vont dire oui mais écoutez, moi je n'ai pas les moyens de pouvoir financer 1 ou 2 uniformes à cette hauteur-là. Donc finalement, le problème revient identiquement. Oui. Si jamais ce ne sont pas les parents qui financent, mais l'école, vous allez avoir à nouveau une difficulté pour les écoles qui vont dire écoutez, on a une difficulté par rapport à nos budgets, par rapport à nos équipements, par rapport à nos enseignants, et vous nous demandez encore, pour une raison qui est extrêmement interrogative, de financer des uniformes pour les élèves. Donc à nouveau, c'est là où on voit qu'on envoie cette problématique. Il y a un principe qu'on comprend et l'application est derrière, lorsqu'on s'intéresse un petit peu à une potentielle application de cette obligation de l'uniforme, eh bien, on voit qu'on va arriver très très vite sur des points de blocage qui auront beaucoup de difficultés à être résolus. Vous avez un peu l'art de tout compliquer parce que très honnêtement, moi j'ai porté l'uniforme dans un collège. Je veux dire, c'était un pantalon gris et veste blazer bleu. Il y avait absolument toute latitude pour prendre une qualité moindre, une qualité supérieure, etc. Le seul truc vraiment distinctif, c'était un écusson sur la poche. Voilà, je veux dire, personne n'était là en train de dire est-ce que c'est du tergal, est-ce que c'est du lin, est-ce que c'est du coton, est-ce que c'est... Donc voilà. Maintenant sur le coup, je vois pas tellement le problème. Les gens en ce moment ne vont pas cul nu à l'école, donc c'est bien les parents qui leur achètent ces survêtements ou qui leur achètent ces blue jeans. Donc pourquoi est-ce que ce serait difficile qu'ils achètent autre chose ? Le coût du financement n'a aucun intérêt à mon sens. Enfin, si c'est juste pour ça, je ne dis pas du tout que je suis pour l'uniforme, mais si c'est juste parce qu'on ne sait pas comment le financer, alors je ne comprends plus rien. Ça va quand même poser une difficulté puisque alors à l'époque dans l'établissement dans lequel vous étiez, c'était un établissement et là on parlerait de quelque chose qui s'appliquerait de manière générale. Donc il faudrait quand même pour un uniforme une forme d'uniformité. Et donc ça peut poser des difficultés dans certains endroits, dans certaines situations dans lesquelles, et on le sait, des parents sont peut-être moins favorisés et auraient peut-être plus de difficultés à financer les uniformes. Et concernant la qualité, alors
on est bien d'accord qu'ils pourront choisir différentes qualités, mais toujours est-il que ce problème de financement, dans certains endroits, sera quand même problématique. Mais c'est un problème de choix économique, parce qu'on contraint le choix des parents. Donc là, à partir du moment où on contraint leur choix, forcément, ça rajoute à la difficulté. Et votre exemple est intéressant, mais je suis obligé de discriminer. La question pour un garçon et la question pour une fille est peut-être un peu différente, parce que pour les filles se pose aussi la question de savoir si elles ont envie de porter une jupe, quelle est la longueur de la jupe. Ça peut faire un débat, hein. La longueur de la jupe, au-dessus, en dessous du genou, longue, courte. Mais là, est-ce qu'on oblige le pantalon à la fille? Brigitte Macron dit pas tristonner. Mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, pas tristonner. Chacun a sa définition. In fine, en réalité, c'est censé compenser deux difficultés. La première, c'est les marqueurs sociaux, et la deuxième, le respect. Voilà, le respect de la laïcité à l'école, en disant bon voilà, et on a recensé quelques problématiques concernant l'application du principe de laïcité, on met un uniforme et c'est censé tout gommer. Mais bon, à nouveau, donc on a parlé là déjà assez longuement de la question de l'application de la mise en œuvre d'un uniforme sur le point des marqueurs sociaux, mais sur le point de la laïcité, il faut aussi admettre qu'il y a déjà une loi qui existe, qui est relativement ancienne, de 2004, qui impose que dans les enceintes scolaires, il n'y ait pas de port, exactement, de marqueurs religieux. Non, mais là, on est en train de noyer les poissons avec cette histoire de marqueurs sociaux. C'est pas le problème de l'école, c'est pas parce qu'on aura un uniforme qu'on va arriver à une égalité. Oui, c'est une égalité La mixité à l'école, le problème, il est à prendre d'une façon totalement différente. Alors, les marqueurs sociaux, on va les retrouver même avec un uniforme. On va les retrouver. Est-ce qu'on va aller jusqu'aux chaussures? Est-ce que les filles vont avoir tel ou tel sac? Est-ce qu'elles auront le droit aux boucles d'oreilles? Alors, moi, il se trouve que aussi, quand j'étais petite, j'ai été dans une école catholique, privée, qui avait un uniforme. Qui en bleu. En bleu marine. Marine. Blanc. Bon, alors, voilà, ça se passait comme ça à l'intérieur. Vous en êtes sorti? Non, mais attendez. Avant la sortie, il y avait juste avant la sortie, les grandes, au-dessus, parce qu'après j'étais au lycée, les grandes sortaient de l'établissement avec leur uniforme, elles allaient se planquer sous un porche, et alors là, que je te remets les trucs, et les talons hauts, et le rouge à lèvres, et le tintouin. Donc les marqueurs sociaux, non. Le problème, encore une fois, c'est une façon de noyer le poisson. Oui. Les marqueurs sociaux, la mixité. On veut la mixité à l'école, c'est pas comme ça qu'on l'a fait. Est-ce que c'est pas une fausse façon de régler un vrai problème? C'est un faux problème. Ce que dénonce assez justement votre ministre de l'Éducation, qui dit c'est le vôtre aussi. Hein. Oui, hélas. Mais pourquoi hélas? C'est formidable. Bon, non, franchement. Très bon historien déjà. Non, je pense qu'on nous a enlevé Blanquer pour ce personnage. Blanquer. C'est un copain de Brigitte. Quelle sinistrose. Enfin bref, même Pape Ndiaye reconnaît qu'il y a un véritable problème dans beaucoup d'établissements sur une sorte de travestissement de certaines tenues qui sont pas des tenues évidemment plutôt musulmanes et islamistes, et qu'il y a des tonnes de choses. C'est le problème de la laïcité. Oui, mais justement, c'est une façon de lutter contre ça. Il y a énormément de proviseurs qui se plaignent, qui disent, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est détenu, les élèves arrivent à se grimer pour passer les contrôles, et puis après, on sait très bien que c'est en fait une sorte de déclinaison d'une tenue qui n'est pas une tenue laïque, et qui est une tenue qui normalement devrait être interdite. Et peut-être que dans ce problème-là, c'est peut-être simplement cette idée de dire l'uniforme peut-être faciliterait la vie des proviseurs qui n'en peuvent plus de savoir s'ils peuvent accepter ceci, accepter cela, surveiller que telle jupe ne se transforme pas en robe très connotée religieusement, etc. C'est ça. Après, effectivement, vous avez tous raison, c'est probablement, et surtout vous, l'arbre qui cache la forêt, peut-être que c'est autre chose. Ça débouche sur un problème d'autorité, sur des tonnes de problèmes. Oui. Et que peut-être en fait, il y a plein de problèmes dans l'école qu'on ne réglera pas probablement avec le port de l'uniforme. C'est un petit signe quand même. C'est un signe de reprise en main, de dire attention, on est vigilant. C'est pas un signe le plus moderne qui soit quand même. La modernité. C'est à mon avis la difficulté du gouvernement, c'est qu'on sait très bien qu'il y a un manque de dotation absolue, que ce soit dans l'école, dans la santé, dans la justice,
Et à chaque fois, on essaye de mettre des pansements sur des jambes de bois avec des pseudo-réformes dont on sait qu'en réalité, elles procèdent quand même plus d'effets d'annonce que de réformes structurelles qui serviraient à quelque chose. Et en réalité, s'il y avait un fonctionnement correct de l'école, avec les moyens nécessaires pour qu'une bonne éducation soit donnée, on n'aurait sans doute pas aujourd'hui ce débat. Et Brigitte Macron n'aurait sans doute pas brandi à nouveau la question de l'uniforme pour essayer de pallier à ces difficultés. Un mot sur ce que vous disiez. Vous disiez la position de Brigitte Macron est d'autant plus incompréhensible que il y a cette proposition de loi déposée par le Rassemblement national. Alors, je peux poser la question un peu différemment. Est-ce qu'il faut toujours sur un sujet se demander d'où on parle, comme on disait en 68, ou est-ce qu'il faut se dire est-ce qu'on est pour ou contre le port de l'uniforme? Est-ce que c'est parce que ça vient de l'extrême droite, etc., qu'il faut être contre, ou est-ce que parce que ça joue? Non. Est-ce que ça doit jouer? Pourquoi pas, hein, d'ailleurs? Non, mais ce qui joue. Moi, je sais très bien que quand il y avait un certain nombre de personnalités qui prenaient une position, je savais très bien qu'il fallait prendre la position inverse. Oui, mais normalement, dans ce cas, Brigitte Macron aurait dû prendre la position inverse parce qu'ils sont contre l'extrême droite. Politiquement, ça pose un problème, vous avez raison. Politiquement, ça va plus loin que le Rassemblement national parce qu'il y a tout de même une majorité de députés LR qui sont pour. Or, pour le moment... Il y a même une majorité de Français, d'ailleurs. Oui, mais là, politiquement, la majorité LR, c'est important dans le moment présent, et là, on arrive aux retraites. On arrive au deuxième sujet. On arrive aux retraites. On fait tout de même des avances du côté... vous pensez qu'il y a ça derrière, peut-être ça peut cacher ça. Il n'y a jamais une explication unique, uniforme. Donc, il y a tout ça, mais ça c'est aussi... Oui, une façon de s'amadouer. Pour séduire Ciotti une partie. Et voilà. Là-dessus, c'est bon? La seule vertu que je verrais en termes si on considère que le vêtement est de la communication non verbale, le seul intérêt au vêtement, c'est d'obliger les individus dans le sein de la classe à se démarquer autrement que par une marque ou un logo, à se démarquer par leur intelligence en quelque sorte. Donc finalement, ça peut être au moins une vertu. Ils auront des stylos différents, ils auront une trousse différente, ils auront des ordinateurs. Leur montrer que l'intérêt n'est pas sur ce que l'on porte, mais ce que l'on est, et essayer de communiquer, là, pour le coup, non pas de façon non verbale, mais de façon verbale, parce que l'école, elle n'est pas tellement là pour vous apprendre à vous vêtir en suivant tel ou tel mode, elle est là pour vous apprendre à vous exprimer à l'oral comme à l'écrit. Je pense que c'est là où il faudrait peut-être revenir à ces valeurs fondamentales. On rappelle qu'à l'université où vous enseignez, il n'y a pas de... il n'y a pas d'interdiction, enfin chacun vient comme il veut. On passe au deuxième sujet, parce que c'est évidemment cette semaine décisive sur les retraites, et avec cette question, est-ce que la contestation peut gagner ? Alors, il y aura une mobilisation, je crois que c'est pas un secret pour personne, qui sera probablement très forte jeudi, puisqu'il y a le Front uni des syndicats. La question est de savoir si ces manifestations et ces prises de position sont populaires ou pas, seront suivies dans l'opinion. Il y a des sondages d'ailleurs, il y a un sondage qui vient de paraître qui est assez étonnant, où les Français sont favorables à une réforme de la retraite, mais pas celle qui est présentée. En fait, ils sont favorables aux mesures les plus douces et défavorables à l'âge de 64 ans et aux 42 ou 43 ans d'annuité. C'est compliqué de savoir ce qui va se passer dans les prochains jours, non ? Oui, c'est compliqué, mais dans les prochains jours, vous avez bien dit, parce que... Je pense qu'on sait que la mobilisation sera forte. Il va y avoir une mobilisation importante, c'est depuis 12 ans qu'il y a une intersyndicale, c'est-à-dire qu'il va y avoir tous les syndicats. Les 8 syndicats sont... Voilà. En même temps, il faut savoir que les syndicats ne sont pas en très très bonne santé. Non, absolument. Et que peut-être ils envisagent déjà la suite de ne pas brûler toutes leurs cartouches dès jeudi. Parce qu'ils ont intérêt à un mouvement un peu long. Et évidemment. Oui, parce que la proposition, ça doit passer en Conseil des ministres, ça va passer à l'Assemblée nationale, tout ça va s'étendre sur des semaines, et il faut qu'ils tiennent la longueur. Il faut. On se place. Je ne ferai pas partie. Après, c'est vrai qu'on sent en même temps. Je ne sais pas, c'est très difficile d'analyser ce qui va se passer. Pour eux. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte.
on constate une sorte d'apathie de l'opinion, hein, d'une façon générale. Enfin, résignation peut-être. Résignation, voilà. C'est le mot que je cherchais. Oui, parce qu'en même temps, les Français ont envie de réforme. Je pense qu'ils ont compris la nécessité d'une réforme, ils ne savent pas exactement laquelle, mais en même temps ils ont un côté un peu freerider, c'est-à-dire opportuniste, au sens où ils veulent bien qu'on modifie à condition que ça ne les impacte pas. Donc, et c'est toujours ça les réformes. Voilà, hein. et dès qu'on est sur quelque chose pour les autres. Voilà, qui a vocation à être partagé, eh bien on veut bien profiter, mais on ne veut pas partager le coût, on veut bien profiter et donc partager les avantages. Donc ça peut être un souci. Pour les syndicats, je pense que les menaces sont beaucoup plus efficaces que passer à l'acte. Donc la menace de grève, quand on voit ce que ça provoque, ne serait-ce que l'afflux aux pompes. Donc on voit bien que on a parlé tout à l'heure sur l'essence, absolument. On a une incitation, il y a une capacité à. Après, vous le disiez aussi, pour lancer des menaces, il faut être crédible. Et la confiance dans les syndicats, comme la confiance dans nombre d'organisations représentatives et politiques, les syndicats étaient à 46% de confiance au mois de décembre, ils ne sont plus qu'à 31%. La cote de popularité d'exécutif n'est pas non plus en excédent. Enfin, il y a un tiers pour et 2 tiers contre de mécontents. Donc on a une situation où la représentativité politique, syndicale, sociale pose problème, et en France on n'a pas d'obligation d'adhésion au syndicat, donc l'adhésion au syndicat pour moi ne veut rien dire. Ce sont les élections sociales qui donnent une idée de la façon dont on apprécie ou pas l'action du syndicat. Maintenant, ça ne va pas certainement les empêcher d'agir, et puis il faudra bien faire la différence entre la direction syndicale et la base, parce que la base peut parfois dépasser aussi les organisateurs. On l'a vu en 95, les grandes grèves, au départ on sentait la CFDT assez finalement pas forcément opposée, et puis elle s'est laissée dépasser par la base. Donc, oui, en 95, il y a eu, voilà. On a vu. Mais ça a terminé très mal. Enfin, bon, c'est un problème. Est-ce que ça sera 95 avec un blocage complet du pays, ou 2003 où il y avait eu des grosses grèves, mais finalement qui s'étaient arrêtées, qui s'étaient essoufflées au bout d'un moment. Ça va être le baptême du feu de Laurent Nunez aussi. Oui, aussi, oui, le préfet de police. Une grosse journée pour absolument. le préfet de police. Ouais, et puis, on peut craindre, hélas, le grand retour des Black Blocs, qui au-delà du contenu même de la réforme, non, mais c'est extrêmement important sur la poursuite et l'avenir de ce genre de manifestation, parce que si le gouvernement, quel qu'il soit, enfin, les gouvernements, quels qu'ils soient, n'arrivent pas à endiguer cette violence monstrueuse et qu'on continue à voir ces images de gens massacrés, des policiers attaquer des commerces avec les caméras de télévision qui sont à côté, et que les Black Blocs s'empêchent bien d'attaquer d'ailleurs pour qu'on puisse continuer à les filmer. Après, là, il y a les 8 syndicats, il y a quand même des forces de l'ordre des syndicats qui sont... mais généralement savent contenir ce genre de choses. Le problème, pour revenir au fond, c'est que on a, comme l'Express disait, est-ce que Macron joue son va-tout ? C'est vrai qu'il est obligé de montrer qu'il veut faire des réformes. Enfin, il a été réélu et il ne peut pas ne rien faire pendant 5 ans. Surtout qu'il ne l'a pas fait le mandat précédent. Oui, et d'autant que, peut-être pour des raisons de crise sanitaire, etc. Mais, et puis d'un autre côté, des syndicats, vous le disiez, qui sont en perte de vitesse et ils sont obligés aussi de gagner. Enfin, les deux parties sont obligées de gagner, ce qui est quand même donne une situation très tendue. Et au final, ça peut être tout le monde perdant, tous perdants. Absolument. Voilà, pardon. Et les salariés également, parce que finalement, toutes ces grèves, on va avoir des coûts d'opportunité, des manques à gagner. Vous ne pouvez pas prendre les transports en commun, vous allez trouver une situation. Vous ne pouvez pas mettre les enfants à l'école, vous allez devoir, et à chaque fois il y a des coûts supplémentaires. Donc tout ce manque à gagner, globalement et d'un point de vue, je dirais, macroéconomique, c'est peut-être pas des points, mais c'est peut-être une partie d'un point de PIB en moins. Ça peut aller jusqu'à un point de PIB, un peu moins, mais on peut le voir. Et est-ce qu'on a vraiment les moyens, entre guillemets, aujourd'hui, de se priver de ces occasions, d'avoir un peu de résilience? La France est assez satisfaite pour l'instant en disant qu'on fait moins mal que les autres. C'est pas terrible, mais on fait moins mal que les autres sur le plan de l'inflation. Le chômage, la situation n'est pas dramatique, donc les choses pourraient être contenues. Est-ce que c'est vraiment le moment de donner un coup sur la tête à l'économie voilà, alors ça, c'était une autre problématique. Je crois que c'est François Hollande qui disait ça. Est-ce que c'est le moment, quand il y a l'inflation, quand il y a la crise énergétique, de taper sur la tête des Français, si on veut dire, avec cette réforme qui était peut-être pas aussi urgente. Mais en même temps, d'un point de vue économique, ça n'est jamais le moment. Et là, c'est peut-être encore plus le moment parce que c'est compliqué. Absolument, donc il n'y a jamais un moment pour faire une réforme. Si, il y a un moment. D'un point de vue politico-économique, c'est le lendemain des élections. Voilà. La honeymoon. Mais là, il n'y a plus de honeymoon, il n'y a plus d'état de grâce. Donc à partir du moment où il n'y a plus cette crédibilité
dont on pourrait déstocker. On ne peut plus déstocker en crédibilité. Enfin, je dis on, l'exécutif ne peut plus ou difficilement déstocker en crédibilité parce que le premier mois, 60% de satisfaits et dès les mois suivants, on oscille entre 40, même pas 30%. C'est ça le problème. Est-ce que c'est pas un problème institutionnel, Armel Lebrun-Chopard? Au premier tour d'une élection, un président élu, il a 25-26%. Et au bout d'un moment, passer cet état de grâce qui est de plus en plus court, il revient à son étiage du premier tour. C'est-à-dire qu'il y a 70% des gens qui sont opposés à la politique qu'il fait. On en est là, non? Est-ce que c'est pas un problème institutionnel, au fond, qu'il faudrait régler ça? C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être avoir un président qui a plus de 26% au premier tour pour qu'il puisse faire une politique. Oui, mais alors ça devient compliqué aussi. Oui, ça devient compliqué, mais... on dira que si... Supposons qu'il n'y ait qu'un seul tour, donc il faudrait que, il pourrait être élu à 26%. On va contester sa légitimité. Le second tour, c'est artificiel, mais le second tour, il n'y a plus que 2 personnes et il est obligé d'avoir plus de la moitié des suffrages. Oui, mais il a tous ceux qui ne veulent pas de l'autre. Voilà. D'accord, mais sur un plan... C'est le problème. C'est quand même un problème... le problème se pose surtout... pour ce second mandat, parce que en plus il y a les élections à l'Assemblée nationale qui lui donnent une majorité relative. Donc c'est effectivement une question de légitimité. Alors on l'apprend en disant il n'a pas de légitimité, ou on reste très légaliste et institutionnel en disant vous l'avez élu, prenez-le comme il est. Et certains opposants vont dans ce discours de dire on l'a élu mais on n'a pas voté pour lui, on a voté contre l'autre. Exactement. Et donc on n'a pas voté pour sa réforme parce qu'elle était dans le programme. Par exemple. C'est ce que dit la gauche. C'est dans le programme, mais ça ne nous concerne pas. Mais dans ces cas-là, il faut assumer son vote. On ne peut pas voter pour quelqu'un et voter tout en votant contre. Voter pour tout en votant contre son programme. Et c'est là où est l'ambiguïté. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que, probablement, on voit bien ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il va y avoir à l'Assemblée une alliance entre le Renaissance, la majorité présidentielle, et une grosse partie de LR. Et que, par conséquent, la réforme peut passer sans avoir recours au 49.3. Il y a ça, et vous avez en même temps 70% des Français qui sont opposés à la réforme. Il y a quand même un hiatus entre ce qui est la majorité parlementaire et ce qui est peut-être la majorité de l'opinion. Ça aussi, ça pose un problème. Il y a un autre sondage qui montre qu'il y a 68% ceux qui sont opposés à cette réforme. À 68%, ils se disent de toute façon, ça va passer. Il y a cette résignation dont on parlait un peu. Est-ce qu'en France, il y a eu un jour une réforme qui a plu au peuple? Je ne crois pas. Donc de toute façon, la réforme à 60 ans. À 60 ans, demain en race gratis. 35 heures. Bien évidemment, oui. Là, on peut dire, il y a bien quelqu'un qui va nous inventer une retraite à 32 ans. Mais d'ailleurs, si vous prenez le sondage qui est paru dans les Échos ce matin, c'est très amusant parce que les gens disent oui, il faut une réforme. Et qu'est-ce que vous voulez comme réforme? Et ils disent on veut une pension plus forte, mais on ne veut pas travailler plus. Voilà. Et alors, il y a pardon, vous vouliez dire quelque chose, Geoffrey? Non, je ne veux pas de... Non, parce qu'il y a un problème qui, moi, me semble intéressant. Il y a une phrase de Laurent Berger qui dit, même s'il n'y a pas une forte mobilisation, il y aura un ressentiment qui s'exprimera différemment. Et c'est vrai que si on prend... c'est-à-dire le travail a pendant longtemps représenté la libération, l'émancipation. J'ai l'impression, je ne sais pas si j'ai raison ou tort, mais qu'aujourd'hui, le rapport au travail, d'abord, il est beaucoup en train de changer chez les jeunes, mais même chez les gens qui travaillent, ça devient un boulot un peu dur, un peu difficile. Il n'y a plus cette notion d'émancipation par le travail, donc le rapport au travail a changé. Et demander aux gens de travailler plus me paraît plus compliqué que ça ne l'aurait pu l'être il y a quelques années. Alors le rapport à la conception du travail a changé depuis l'Antiquité. C'était le travail des esclaves, c'était très mal vu. Là, on avait des gens pour surtout au 19e siècle, vous l'avez dit, l'émancipation par le travail, à condition on l'a vu dans le combat féministe aussi, l'émancipation, la libération des femmes. C'est par le travail. Et depuis quelques années, on a vu des colloques sur le droit à la fainéantise. Et maintenant, le travail n'a plus cette valeur, mais... parler du travail comme ça en général, il faut parler de la qualité du travail. Le basculement, c'est aussi le passage aux 35 heures. C'est-à-dire que quand on est passé aux 35 heures, on passait plus de temps
oisif, parce que la civilisation de loisir, elle n'est pas arrivée. On a dit aux gens travailler moins pour faire quoi? Si c'est pour regarder la télévision, enfin bon. Ils vont dans des associations, ils font des tas de choses. Oui, enfin. Non, mais le rapport au travail. Il y a eu tout un débat, qui est plus ancien, je veux dire, sur l'exploitation de l'homme. Enfin, on se demandait si l'exploitation de l'homme par l'homme n'avait pas été remplacée par l'exploitation de l'homme par le travail. Dans les années 70, il y avait déjà ces débats. C'est vrai que ça avait été un peu effacé, ces débats, justement. Mais bon, après, sur le temps de travail, il y a quand même eu des recherches. Après, vous avez probablement raison, mais ça, c'est le constat. Et après, ça nous mène où? Mais c'est vrai que. C'est ça la vraie question. Après, il faut créer des richesses. Donc, Non, puis si plus personne ne travaille, si plus personne n'a envie de se lever le matin, si tout le monde dit ouais, le boulot, c'est pas très important, tout le monde ne peut pas vivre au fin fond du Larzac avec une chèvre et 2 poules. Enfin, je veux dire, c'est gentil. J'espère bien. Mais bien sûr qu'il y a du boulot, mais il y a des centaines de milliers d'offres d'emploi non pourvues. Les restaurants, les hôtels, les cafés, les boucheries sont en train de fermer, faute de salariés. Et chez les cadres, le chômage est à 3%, c'est-à-dire que c'est le plein emploi. Exactement. Non, mais la question n'est pas travail ou non-travail, ou droit à la paresse à la façon de Lafargue. La question, c'est qu'est-ce que le travail représente, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce que c'est pour quelle est la qualité si on est heureux au travail, et il y en a qui sont heureux au travail, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de temps. Après il y a les questions de pénibilité, même quelqu'un qui est heureux au travail n'a pas envie d'y partir à 70 ans ou même à 65 ans, mais c'est ça, alors déjà les choses se sont modifiées, en particulier avec l'épidémie Covid, avec le télétravail. Le télétravail permet d'avoir du temps, enfin d'organiser son temps. Il y a une question d'organisation de travail, de contenu du travail. C'est pas la même chose d'être dans une chaîne et d'être enseignant. Voilà. Oui, c'est ce que vous disiez. En réalité, on est passé d'un aspect quantitatif où on considérait que le travail était nécessaire parce que ça permettait une émancipation, à, sur les générations actuelles, un aspect beaucoup plus qualitatif. La pénibilité, le thème de la pénibilité, il est beaucoup plus vaste qu'il n'était. Et alors, après, c'est vrai qu'on pourrait aussi s'interroger sur la négociation sociale. C'est-à-dire que dans les pays du nordique, enfin, quand on fait des réformes comme ça, les syndicats, ils travaillent pendant des années. Là, il y a une proposition qui arrive pendant la campagne présidentielle, retraite à 65 ans. Mais alors, je sais bien que ça fait longtemps qu'on parle des problèmes de retraite, mais il y a peut-être un manque aussi de concertation sociale, dialogue social. Mais c'est la culture syndicale en France, française, depuis les débuts. Vous citiez les pays nordiques fonctionnent au consensus. Absolument. On arrive. Alors, on ne sait pas faire ça. François Hollande a essayé avec le dialogue social, il n'y est pas parvenu, mais il faut voir comment se sont historiquement construits les syndicats en France, et la CGT en particulier. C'était l'anarcho-syndicalisme, c'est-à-dire qu'ils avaient une volonté de renverser la table et de renverser la société. D'où aujourd'hui, et ce qui complique ce dialogue social, c'est le rapport aux partis politiques. Il y a une concurrence entre les syndicats et les partis politiques, et on va le voir. On le voit dans l'organisation des manifestations, là, les syndicats vont garder la main. La CGT en particulier ne veut pas que LCI se mette en avant. LFI. LFI, vous en êtes tellement dans les médias que LFI prenne la main. Donc cette culture fait aussi et explique aussi la faible adhésion numériquement parlant aux syndicats. Donc c'est parce qu'on a des freeriders aussi. Les Français sont freeriders. Ils veulent bien des effets de l'action syndicale, mais ils ne veulent pas adhérer aux syndicats parce que leur réputation pourrait en souffrir vis-à-vis du management, par exemple. Donc je suis finalement aussi bien loti si je ne suis pas syndiqué ou si je suis syndiqué en France, j'aurai les mêmes avantages. Et donc je ne vais pas subir le coût de faire grève, de manifester, de me faire identifier comme étant syndiqué, c'est pas forcément. Après, il faut juste aussi se méfier des comparaisons avec les pays nordiques, parce que les pays nordiques, c'est sympathique, mais c'est une petite dizaine de millions d'habitants en Suède. C'est quand même beaucoup plus facile de gérer cette quantité de population que 67 millions de Français. Donc voilà, comparer. Non, mais c'est un peu comme si on a une élection présidentielle au suffrage universel direct.
Et l'Allemagne. L'Allemagne, oui. Il y a le mais dialogue l'Allemagne n'est social, pas. quand même. Il y a des syndicats très forts. L'Allemagne, il y a un syndicalisme hypertrophié, bien sûr. On va passer à vous. Parce que quand on parle de la réforme des retraites, on parle toujours des prévisions du corps. Et alors, il y a toujours des prévisions comme ça alors, concernant la croissance, l'inflation, le budget. Et vous avez regardé, au fond, quelle est la différence entre les prévisions que nous annoncent les organismes officiels ou le gouvernement et la réalité. Voilà, parce que quand j'entends parler de l'État, j'ai toujours l'impression de voir Janus, c'est-à-dire dans l'État montre deux visages. Enfin, il a deux visages. Il y a celui qu'il montre et il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, ou ce que l'État ne dit pas. Et l'idée, c'est d'aller un peu plus loin. L'environnement étant incertain, la nécessité de la prévision apparaît pour tout le monde, nécessité de réduire l'incertitude pour tout le monde, c'est-à-dire dès qu'on a des choix à faire, plus on a d'informations, plus a priori on peut réduire cette incertitude qui ne disparaîtra pas parce que le risque zéro n'existe pas, le risque de se tromper est toujours là et pour tout le monde. Alors on a plusieurs indicateurs, quand on regarde, alors là on est sur du très long terme, de la croissance par exemple, sur la croissance on a pris les choses, on a un bout de la quatrième et on a... Alors, sur la croissance, on a uniquement 1980. Alors, 2022. En rouge, c'est quand on surestime. Hein. Voilà, on a les évolutions. Il faut regarder l'écart. Avec cette pointe en 2020, puisqu'évidemment, il y a eu le Covid. Donc, voilà. Concernant la croissance, sur la période de 80 à 2022, on a eu 42 dates et on a plus de surestimation. On a 22 périodes de surestimation et le reste pour des sous-estimations. Et on a un cas, ou deux cas, 97 avec Juppé et 2014 avec Valls, où la croissance a bien été anticipée, a bien été prévue. D'accord. Donc ça, c'est finalement, voilà, c'est comment on peut conduire la politique économique. On a besoin d'indicateurs et sur les indicateurs, il faut faire des projections, des anticipations. Et l'opinion, alors, pour un gouvernement, je dirais, il vaut mieux sous-estimé parce qu'on se dit c'est mieux que ce qu'on pensait. Alors voilà, parfois c'est pas volontaire. Si on peut juste avancer un peu sur les graphiques et je vais vous montrer tout à la fin. L'inflation, sur l'inflation, on peut pas faire grand-chose aujourd'hui en France parce que la Banque centrale européenne dirige la politique monétaire et on fait pas une politique monétaire pour la France, mais on l'a fait pour l'Europe. Donc finalement, on échappe et la lutte contre l'inflation, on nous l'impose, une politique monétaire restrictive. Finalement, le gouvernement français a pas grand-chose à dire sur le sujet. Sur les 7 périodes, là, on a 3 périodes de surestimation, 3 périodes de sous-estimation, très forte en 2022 bien sûr, puisque personne n'a vu venir l'inflation. Pourquoi après, 5,9, on avait prévu. Personne ne les anticipait. Voilà, on était dans une logique de 1%, même pas, on n'avait pas assez d'inflation, alors que la Banque centrale est là pour lutter contre l'inflation. Oui, on disait il n'y a pas assez d'inflation, il faudrait peut-être revenir de l'inflation. Parce que l'orthodoxie monétaire héritée de l'Allemagne est de dire pas plus de 2%. Mais là, on n'en était même pas là, on n'avait même pas 2%, on attendait finalement, on en voulait un peu, parce que l'inflation, quand elle n'est pas assez forte, elle peut être finalement désincitative au travail et à la croissance. Et puis on a un dernier tableau qui est sur le solde budgétaire. C'est là où on a un peu de la quatrième et de la cinquième, puisqu'il commence en 1954. En 1955, la première prévision, le gouvernement a annoncé un déficit, il y a eu un excédent, donc là c'est quand même un cas très, très antinomique. Et puis on voit bien que les écarts sont plus importants vers la fin que sur le début de la période. Voilà. Et ce qui nous intéresse finalement, c'est de dire personne n'est à l'abri d'une erreur, pas même vous quand vous prévoyez, et l'État non plus. Mais quand on regarde bien, on a un outil statistique qui s'appelle les coefficients de Theil, peu importe, et c'est un outil statistique qui permet de décomposer l'erreur autour de 3 causes. Et quand on peut lister les choses, on a des erreurs qui ont 3 types. Il y a une erreur qui va consister à systématiquement sous-estimer ou surestimer. Et là, c'est l'État dans sa vision manipulatrice. Ça, c'est un calcul politique. Voilà, il essaie de sous-estimer, on se dit c'est mieux que ce qu'on avait prévu. C'est mieux que si c'était pire. Voilà. On va essayer de climatiser l'opinion. Ouais. Le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours le faire, ou qu'on n'est pas toujours en état de le faire, parce que parfois, deuxième risque d'erreur, c'est on n'a pas le bon outil, on n'a pas le bon modèle. Alors, on a les outils statistiques, parce que ce n'est pas le gouvernement qui fait des prévisions. Généralement, il est aidé consensus des économistes, des instituts, la Banque de France, et puis on peut regarder aussi le FMI, etc. Et donc, il n'a pas le bon outil. Ou il ne sait pas bien poser les hypothèses. Et ça a été le cas de Sarkozy. Le mauvais outil, 57% de l'erreur et des difficultés à apprécier le budget ont été dus à cette difficulté d'utiliser l'outil. Et puis le troisième, c'est finalement ce que je disais tout à l'heure, le risque zéro n'existe pas, une variable non
non contrôlées, les chocs imprévisibles, les signes noirs. La crise sanitaire. Personne ne pouvait le prévoir et ça réduit la marge de manœuvre. Ça donne, là, finalement, ça réduit la marge de manœuvre. Ça peut faire paraître plus honnête le responsable politique parce que finalement, on se dit, il ne manipule pas, mais ça lui tombe sur la tête et là, il n'a aucune marge de manœuvre, ni budgétaire, ni autre. Et finalement, quand on regarde les choses, si j'ai encore un petit peu de temps, ce qu'on peut dire, c'est que à force d'avoir ces éléments et de ne pas pouvoir maîtriser la politique économique, on s'aperçoit qu'on ne fait que des réformes conjoncturelles et on auto-entretient les difficultés plutôt que de les corriger. Oui, ça implique. C'est un paradoxe, finalement. Et la manipulation, elle aussi, son paradoxe, mais je vous le dirai plus tard. Je vous le dirai une prochaine fois, parce qu'on n'a pas le temps. Vous voulez réagir là-dessus C'était clair. C'était très clair et je note que l'erreur rend l'homme politique plus honnête et plus sincère. La question que je me pose sur le premier point, sous-estimation ou surestimation, donc il peut y avoir manipulation, là, oui. Mais il y a tout de même des organismes indépendants qui font leurs propres projections et qui peuvent aller contre ce que dit le gouvernement. Il n'y a pas une prévision. Généralement, l'État fait un peu la synthèse. Il y a le consensus des économistes, donc là déjà, il y a des déjà prévisions diverses. Et puis il y a les institutions. La Banque de France, pour l'inflation, c'est souvent la Banque de France qui a les statistiques les plus faciles à suivre, parce qu'il y a aussi les agences de notation qui font leurs prévisions, et l'image que la France envoie par les prévisions, ça a aussi une incidence sur sa crédibilité à l'extérieur, sur le fait qu'on va avoir une bonne note ou une mauvaise note, et qu'on pourra emprunter de façon plus ou moins coûteuse. Et donc tout est important. C'est de la communication. Les annonces génèrent des effets d'annonce, parce qu'il y a un contenu d'information dedans, et qui sera interprété. Et vous maîtrisez la prévision, mais vous ne maîtrisez pas la façon dont elle est reçue et interprétée, et le ressenti, et des agents, et des entreprises, et des institutions, et de nos partenaires sociaux, enfin partenaires économiques en l'occurrence. Donc merci beaucoup. Merci. On passe alors, un petit sujet qui est intéressant, c'est ce sondage, c'est la troisième partie, c'est pourquoi les jeunes croient de moins en moins en la science. Alors voilà, oui, la proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans qui perçoivent positivement la science a chuté de 22 points depuis quelques années, depuis 72. Mais enfin, c'est une chute consécutive et qui ne s'arrête pas. Et en fait, c'est assez intéressant parce que, alors si on regarde, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne croient pas que les Américains sont allés sur la Lune, qui ne croient pas... il y a plein de vérités alternatives. Ils sont 25% à penser qu'on peut avorter sans risque avec des produits à base de plantes, par exemple. Comment on explique... Je me tourne vers les enseignantes, peut-être d'abord. Comment on est responsable. Vous n'êtes jamais responsable. Pourquoi vous n'êtes jamais responsable? Pas coupable, peut-être responsable, mais pas coupable. Non, pas de celui-là. Je pense justement que c'est effectivement un problème d'éducation. D'éducation jusqu'au lycée, enfin jusqu'à la fin du lycée, où on insiste peut-être pas assez sur beaucoup de choses. Et puis ensuite, après, je veux dire, c'est une population, population qui est citée dans ce sondage, qui ne lit absolument plus rien ou presque. Alors, il y a l'importance des réseaux sociaux. C'est ça, on est parfaitement d'accord. La vraie difficulté, c'est l'accès des jeunes à l'information et ce sur quoi ils se nourrissent et se renseignent. Et on voit le problème avec notamment TikTok, qui est ce réseau social chinois, sur lequel on trouve absolument tout et n'importe quoi, et qui a une audience chez les jeunes qui est absolument incroyable. C'est là qu'on voit qu'on peut avorter, en effet, avec du miel, je sais pas quoi. Voilà, exactement. Et donc la question qui va se poser à nouveau, et je vois ça à nouveau sur un angle juridique, c'est de savoir comment est-ce que dans quelques années, dans les années prochaines, on va pouvoir endiguer ce phénomène en permettant une protection de la jeunesse sur la qualité, à nouveau un aspect qualitatif, de l'information qui sera trouvée sur ces réseaux sociaux. Ou alors leur donner le goût au libre arbitre, les éduquer dans la façon dont ils reçoivent l'information, obliger un jugement critique. C'est ce qui se fait un peu ça commence à se faire dans les collèges, dans les lycées. Il y a des organisations sur savoir distinguer ce qui relève du complotisme ou essayer de les faire lire les journaux, etc. Il y a aussi le fait que la négation de la science, cet abandon de l'intérêt pour la science et pour ce que la science peut nous apporter, c'est aussi
l'idéalisation du non-travail, c'est-à-dire que ça ne demande aucune compétence. La science, ça demande un peu de travail, ne serait-ce que d'imaginer, de comprendre, etc. Alors que de croire effectivement, comme vous le dites, qu'on peut avorter avec une boule de miel, ou de croire à n'importe quel calembrodène paru sur TikTok ou sur un tweet par un influenceur abruti, c'est facile. Donc les pyramides, par exemple, ont été construites par des extraterrestres. Mais voilà, mais c'est facile de croire ça, c'est facile et c'est enchanteur. Alors on se dit, bah oui, c'est tellement plus amusant que de se dire, il va falloir 4 ans de boulot. Il y a quand même, je passe la parole à Armel tout de suite, mais il y a quand même aussi cette idée que tout se vaut, qui est un vrai problème. Surtout ce qui toutes les vérités, toutes les vérités, qu'elles soient véritables, vérités ou alternatives, tout se vaut. On est dans un gloubi-gloubla, je ne sais pas comment dire. Non, mais ce genre d'explication a le mérite d'être unique. C'est comme ça. Voilà. Hein. Les extraterrestres ont construit des pyramides et puis on ne cherche pas autre chose. Mais je crois qu'il faut voir plus loin, et évidemment les réseaux sociaux sont très responsables à ce sujet, c'est que le refus, d'une certaine façon, de la science, c'est le refus de la raison. Et quand il n'y a pas la raison, eh ben on met la foi à côté. Et je pense que ça renvoie à un problème beaucoup plus général qu'on voit et dont on reparle aussi très souvent, qui est le retour du religieux. Alors c'est pas le retour du religieux dans le sens d'une religion, encore que dans certaines catégories, mais ça joue beaucoup. Hein, si on regarde le retour sondages, de la foi on sait que il vaut mieux croire que réfléchir, que penser, qu'analyser, parce que c'est déstabilisant hein, de raisonner. La science est déstabilisante, elle n'est pas non plus la vérité avec un grand V. Il y a le doute qui s'instaure. Avec ce genre de choses, et ben, au moins on a la recette, on l'applique, et puis c'est bon. Et en même temps, on est dans un monde qui croit où la consommation technologique est de plus en plus forte. C'est intéressant ça. Il n'est pas impossible que les choses évoluent concernant le contrôle de l'accès à ces informations-là, puisque, en 2018, le gouvernement qui était soucieux que les élections présidentielles puissent être manipulées comme elles l'ont été dans d'autres pays et comme elles ont pu l'être un petit peu pendant les élections présidentielles de 2017, a sorti une loi de prévention contre la manipulation de l'information lors des élections politiques. Mais cette loi, elle a aussi un régime général qui lui permettrait d'être appliquée sur d'autres domaines, pas strictement sur les temps électoraux. Et alors pour l'instant, il n'existe pas encore de dispositif spécifique pour justement arriver à l'application de ce régime général de cette loi, mais très clairement, vu ce qui sort et vu ce qui est dit dans les médias à propos justement de l'accès à la science et de la non-croyance de certains jeunes, ça va arriver. Comme on est un petit peu en train aussi de réguler l'accès à certains réseaux sociaux pour les adolescents, parce qu'il y a pareil une loi assez récente qui a obligé les réseaux sociaux à instaurer un contrôle parental obligatoire. Pour que, avant tout, les parents puissent faire le filtre avant de donner l'accès aux adolescents. Et la boucle est bouclée, parce qu'on commençait avec... confiance à beaucoup de parents. Non, mais c'est vrai qu'on commençait avec la responsabilité des directeurs de Front Populaire sur l'affaire Houellebecq. Et là, il y a aussi la possibilité aussi que les responsables des réseaux sociaux soient responsables de ce qui s'écrit ce qui se dit sur les réseaux qu'ils dirigent. C'est ce à quoi il voudrait, je pense, tendre, mais la difficulté, c'est que ces organes sont tellement puissants. D'abord, c'est international, et voilà. Mais bon. Ben merci. Merci à tous les quatre. Merci. Malheureusement, on aurait bien continué quelques heures, mais il faut s'arrêter. Qu'est-ce que vous voulez faire? Merci beaucoup. Et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.